Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur comment rendre son tournage éco-responsable. Nous sommes en direct du Festival de Cannes, accueillis sur le stand de la CST, la Commission supérieure technique de l'image et du son, et en ligne sur les réseaux de l'INA. Je suis Alissa Aubank, je suis la directrice des opérations de l'association EcoProd. EcoProd, on existe depuis 2009. On est une association de professionnels du secteur audiovisuel, cinéma et publicitaire. Et on s'engage pour accompagner la transition écologique de la filière. Et donc une des questions qu'on se pose donc, depuis 2009, c'est justement comment rendre son tournage plus éco-responsable. Donc je suis aujourd'hui avec deux experts, expertes de la question. J'ai avec moi Pauline Gilles. Bonjour, merci Alissa. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, alors moi je suis Pauline Gilles, je suis chargée référente en écoproduction. Donc on m'embauche sur des tournages pour que je mette en place une stratégie en écoproduction. Et je suis également formatrice chez EcoProd. Voilà. Merci Pauline, on aura l'occasion de parler un peu plus en détail de ton métier, qui est un nouveau métier qui émerge. Et nous sommes aussi en compagnie de William Abello. Oui, bonjour. Moi, je suis chef décorateur, donc je conçois des décors. Et effectivement, entre 2009 et 2013, j'ai commencé à m'intéresser à une éco-conception de décors pour diminuer les dégâts. Voilà. Très bien. Donc c'est un vaste sujet, on a 45 minutes, donc on va essayer de traiter le maximum de points et de répondre à un maximum de questions. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et puis la première question, c'est moi qui vais la poser, c'est pourquoi faire de l'écoproduction ? Et je vais y répondre aussi. Avec EcoProd, on a publié différentes études, dont une en 2020, qui estime que l'impact carbone du secteur audiovisuel est de 1,7 million de tonnes de CO2 par an. C'est un peu abstrait, mais il faut s'imaginer que ça correspond à environ 700 000 vols aller-retour entre Paris et New York, ou l'empreinte carbone annuelle de l'intégralité des habitants de la ville d'Amiens. Donc, même si on n'est pas le secteur le plus polluant, on a quand même une empreinte assez importante. Et au-delà de l'empreinte carbone, on a aussi une empreinte environnementale même plus large, puisqu'on a un impact sur la biodiversité, notamment quand on tourne dans des milieux naturels. Le fait d'aller amener une équipe de tournage dans un parc naturel, au bord de la mer ou même en ville, ça a un impact direct sur la faune et la flore. Donc l'écoproduction, c'est aussi savoir réduire cet impact-là. Et puis on est aussi très dépendant de ressources naturelles pour tourner nos films. Je pense que William, tu es bien placé pour le savoir en décoration. Voilà, donc l'écoproduction, c'est déjà se rendre compte de cet impact et apprendre à travailler de manière plus sobre en énergie, plus sobre en ressources naturelles, pour d'une part réduire son empreinte, mais aussi pour s'adapter aux changements à venir, puisqu'on a le secteur qui s'engage de plus en plus. On a des professionnels qui s'engagent directement sur le terrain, qui font évoluer leurs pratiques, mais on a aussi la réglementation qui est en train d'évoluer avec le CNC, donc le Centre national du cinéma, qui a annoncé l'année dernière son plan action, qui est un plan, une stratégie en fait de transition écologique du secteur. Et donc, on va avoir dans les années qui viennent différentes réglementations et obligations qui vont se mettre en place pour qu'on réduise notre empreinte et qu'on s'aligne sur les accords de Paris. Donc, pour répondre à cette urgence environnementale et au changement de réglementation, il est nécessaire de se former. Donc avec EcoProd, on a lancé des premières formations en 2018 déjà. Et on a développé maintenant cette année différentes nouvelles formules, des formules courtes qu'on fait en partenariat avec la CST, et puis des formules plus longues dont on va vous parler aujourd'hui, notamment 2 sessions de 3 semaines de formation certifiante pour devenir éco-référent. Une formation est spécialisée en déco et l'autre formation est spécialisée en régie et direction de production. Et vous pouvez retrouver toutes les informations pour ces formations sur le site de la CST, formation.cst.fr. Voilà, assez parlé de théorie. Maintenant, répondons à cette question. Oui, mais comment
Donc, comme je disais, sur les formations qu'on fait en partenariat avec l'INA et la CST, on a choisi de nous concentrer sur 2 départements, la régie et la direction de production, et d'autre part la décoration. Est-ce que, Pauline, par exemple, est-ce que tu peux nous dire justement quels sont un peu les points d'impact de ces départements et pourquoi ces départements sont clés dans une production éco-responsable ? Alors les points d'impact côté production régie, bien évidemment ça va être tout ce qui est la réduction, passer par de la réduction, donc que ce soit au niveau des déchets, au niveau de l'énergie par exemple. Pourquoi la régie et la direction de production ? Parce que la régie, elle va être au cœur de ces problématiques de déchets, de transport et d'énergie également. Et la direction de production, c'est eux qui sont un peu décisionnaires de tout ça, c'est eux qui sont là aussi en amont du tournage, et c'est vrai que l'éco-production c'est énormément de prépa, donc il faut pouvoir se poser les bonnes questions au bon moment, et ces questions-là généralement on se les pose au moment de la prépa, et donc c'est des décisions de production à prendre pendant qu'on prépare le film, et les impacts concrets, ça va être réduire nos transports, faire attention à ce qu'on consomme. Même dans la production, on peut essayer de contractualiser, pourquoi pas aussi l'éco-production, faire signer des chartes aux techniciens, essayer d'intégrer, pourquoi pas, l'éco-production dans les contrats des comédiens ou même des techniciens. Et ça passe par de la sensibilisation, beaucoup. Et cette sensibilisation-là, on peut la faire qu'en prépa, parce que pendant le tournage, on est déjà très préoccupé et très occupé. On n'a pas trop le temps de sensibiliser les gens, et c'est très important, je pense, de le faire pendant la prépa. Et la direction de production aussi est très importante, puisqu'il faut qu'on voit concrètement l'impact de toutes les actions qu'on a pu mettre en place. Et donc du coup, cet impact-là, on peut le calculer. On peut faire un bilan carbone. Et c'est vrai que ça, la production est la mieux placée pour pouvoir le faire, car c'est elle qui a tous les documents, toutes les factures, et qui possède tous les outils en fait pour pouvoir calculer correctement l'impact de son tournage, pour pouvoir après rendre des comptes un peu et mettre en avant et valoriser le travail qu'il y a eu de tous les départements. Donc peut-être toi, William, au niveau de la déco. Ouais, nous, c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout de suite très concret. Une fois qu'on a lu le scénario et qu'on a compris de quoi il s'agissait, il s'agit surtout de transformer des matériaux et de les coller et de les peindre, donc de les assembler, bien évidemment. Donc il y a tout ce travail de réflexion sur le comment fabriquer au premier degré. Derrière, il y a toute une industrie qui nous pourvoit des matériaux. Donc on a un travail, un regard envers ses fournisseurs, ses prestataires. Ça, c'est une chose importante. Maintenant, effectivement, on regarde comment sont faits nos matériaux. C'est ce qu'on appelle aller à la source du matériel. Ça, c'est très concret et, entre guillemets, très simple en termes de démarche. Maintenant, aussi, on a une interprétation au niveau du décor qui est très spécifique. On a des comédiens qui bougent dans un volume, et là aussi on peut travailler à ce qu'on appelle nous la déambulation longue, courte, subjective, avec emphase, licence. Donc il y a tout un travail aussi de conception à partir du scénario. C'est à la fois très matériel, et quelque part aussi on est dans une littérature du cinéma, et ça c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Et ce qui est intéressant au niveau du département décor, c'est qu'on est pourvoyeur de solutions en permanence. Et donc, on devrait avoir cette élasticité. Je pense qu'on a une facilité à effectivement évoluer, plus que s'adapter et même peut-être muter, afin d'avoir clairement toutes les étapes qui induisent la fabrication du décor, qui est éphémère, mais qui doit être aussi praticable, démontable, stockable et réutilisable, bien sûr. Tu parlais des partenaires, c'est vrai que c'est hyper important, je trouve, d'impliquer toutes les parties prenantes du film. Le tournage en soi fonctionne bien et le film se passe bien si tous les corps de métier arrivent à bien s'entendre. Et c'est vrai que les coproductions, ça crée une synergie autour de tous les métiers. Ça donne un peu un but et un point commun
à tout le monde. Et pas seulement en plus que les postes du tournage, il y a vraiment aussi toutes les parties prenantes de la production, donc les fournisseurs, les prestataires, pourquoi pas même les distributeurs, les financeurs également. Et donc c'est important, je pense aussi, d'intégrer tout le monde à cette démarche-là. Bien évidemment, il y en a qui auront un peu plus à faire parce que, par exemple, la régie, la déco ont un impact très concret en termes d'environnement. Mais ça ne veut pas dire que les autres parties prenantes du film ne doivent pas être au courant de la démarche et ils peuvent s'impliquer eux aussi à leur échelle. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça fait partie donc, d'une des tâches de ton métier, puisque toi, tu es engagée sur des tournages pour être éco-référente. Et l'objectif aussi de ces formations certifiantes, c'est que les personnes puissent à la fois monter en compétence sur leur métier existant, donc intégrer l'éco-responsabilité à leur métier, mais aussi potentiellement pouvoir être engagé sur des postes comme le tien. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce que c'est ce métier qui est encore assez jeune et assez méconnu en France? Alors c'est vraiment un métier, pour moi c'est vraiment un métier de production, puisqu'en fait je travaille dès le début de la prépa avec les équipes de régie et de production. Donc il y a tout ce travail de dépouillement un peu, comme tu disais, dépouillement de scénario pour essayer de voir quels vont être les impacts. Et en fonction de ce dépouillement, on va sensibiliser les équipes. Donc le but étant que les équipes elles-mêmes intègrent et assimilent aussi l'éco-production. C'est donner l'occasion aux gens de réfléchir sur leur métier et d'essayer de leur dire maintenant vous avez un temps consacré à essayer de trouver des solutions plus éco-responsables et c'est les accompagner dans ce temps-là. Puis quand on a mis en place ce plan d'action, on le concrétise sur le tournage. Donc je suis aussi présente sur le tournage pour voir, pas pour fliquer, mais pour voir un peu si tout ce qu'on a décidé est mis en place. Je suis là aussi pour faire le reporting de données, pour à la fin du tournage pouvoir faire un bilan carbone, parce que c'est vrai que si on met en place des choses et qu'à la fin on n'a pas les résultats concrets, donc que ce soit en termes de chiffres ou en termes d'observation, c'est compliqué de pouvoir avoir un recul et de se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, parce que tout ne peut ne pas marcher. On peut essayer des choses, on est des métiers innovants, surtout toi aussi à la déco, vous pouvez tester des choses, innover. Oui, c'est important. Il y a toute une programmatique de tests, puisque effectivement, disons, les relations interdépartements aident beaucoup, surtout en amont. On aura de plus en plus de prévisualisation de nos scénarios, donc ça nous aide. Et ça, à ce moment-là, tout d'un coup, on voit bien que la post-production vient bien plus en amont. En décor, en tous les cas, c'est indispensable. Et donc, mais il y a aussi des choses en dehors de l'équipe, c'est-à-dire la réflexion sur les tests. Ce sont des associations de professionnels qui les portent, le MAD et l'ADC, qui ont été le moteur d'EcoDéco ces 5 dernières années, où là, effectivement, on a pu mettre en place des laboratoires et trouver des nouveaux matériaux. J'ai failli en amener d'ailleurs. On a des choses formidables maintenant, à partir, puisqu'on a une grande problématique, c'est le bois. Le bois, on sait que dans 8 ans, déjà, il a pris 25% en quelques mois. Mais enfin, là, c'est pour des raisons, on va dire, géopolitiques. Et là, il va prendre, ça va être un 300-400%. Et donc, on doit faire alors pas du remplacement, mais s'adapter. Voilà. Nous, s'adapter, j'aime pas le mot, c'est une mutation. On s'adapte à rien du tout. On va changer et on va s'envoler et faire des choses avec une nouvelle donne. Et on a les moyens pratiques de le faire. Nous, c'est plus simple, évidemment, parce que c'est une recherche sur l'innovation. Donc, il y a une technicité sobre, j'aime bien le terme, effectivement, qui se met en place. Il faut l'apprendre, par contre. C'est sûr qu'il faut appréhender tous ces nouveaux assemblages et toutes ces nouvelles façons de faire. Mais il y a des choses hautement technologiques. On s'aperçoit qu'il y a des produits qu'on peut couper qu'au laser. Parce que si on les coupe à l'ancienne, je dirais, avec une scie, ou même avec de l'électroportatif, eh bien, ça peluche. Parce que ce sont des résidus de tissu collés ensemble à l'amidon. Et tout d'un coup, on a des plaques aussi dures que le bois, pratiquement. Ça, on ne les utilisait pas tant qu'on n'avait pas trouvé le moyen de découpe. Aujourd'hui, on a trouvé le moyen de découpe. C'est ce qui est fascinant avec l'éco-production, je trouve, c'est qu'en fait, à première vue, ça peut paraître un peu abstrait, justement, cette question de
comment est-ce qu'on est éco-responsable, par où est-ce qu'on commence. Et en fait, une fois qu'on rentre dans le vif du sujet, on se rend compte qu'en fait, il y a déjà plein de choses qui existent, plein de professionnels qui sont très engagés. Et puis après, des choses très techniques, innovantes, que ce soit sur des groupes électrogènes plus verts, plus éco-responsables, ou des nouveaux matériaux pour la déco. Et du coup, peut-être William, tu peux peut-être donner en déco, on parle beaucoup de déco-conception. Ouais. Donc vraiment penser tout le cycle de vie d'un décor dès la première idée. Est-ce que tu peux nous dire un peu concrètement sur un exemple, par exemple, de ce que tu as pu mettre en place sur un film? Oui, alors dans la culture du décor de cinéma, on a toujours ce qu'on appelle les décors qui vont servir à d'autres décors. Donc déjà, c'est assez inclus dans notre code de fonctionnement. Et ce sont effectivement des périactes, c'est-à-dire que un décor va servir à un autre décor. Et évidemment, il est confronté au plan de travail. Et aujourd'hui, il va falloir qu'en amont, on ait beaucoup plus des scénarios finis, des castings finis et des repérages finis, avant de commencer quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là, toute cette gymnastique, elle peut se mettre en place. Parce que si on est en pleine préparation et qu'en vérité, on est en pré-production, voire en développement, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment des bouclages complets. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est un aboutissement qui doit se faire assez rapidement. Sinon, eh bien, on est avec un système de vase communicant en permanence et on n'arrive pas à mettre une ligne droite à l'éco-conception. L'éco-conception, c'est bien sûr réfléchir à la façon dont on travaille. On peut dire que la grande ligne générale, c'est de travailler par strates, par couches qui se décollent, qui se démontent. C'est-à-dire qu'on ne fait plus d'agglomérat. Hein, on fait, même pour faire un faux béton, eh bien, on fera une peau. Alors qu'avant, on mettait de l'enduit façon béton directement. Donc, c'est toute cette stratégie qui peut se mettre en place si on sait où tenter au départ, comment on va faire les choses, avec qui et où. Pauline, tout à l'heure, tu mentionnais le bilan carbone. C'est un sujet qui est très à la mode, puisque le CNC va rendre obligatoire la réalisation d'un bilan carbone pour les œuvres financées par le CNC. Donc avec EcoProd, on a développé il y a de nombreuses années déjà, il y a 10 ans à peu près, le Carbon Clap, qui est un outil en fait pour mesurer l'empreinte carbone d'un tournage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est le bilan carbone, comment ça se réalise? Et puis on a eu une question dans le chat aussi sur la compensation carbone. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors je pense que c'est hyper important de faire un bilan carbone parce qu'on ne peut pas se rendre compte des efforts fournis si on ne l'a pas. Et puis c'est vraiment un moyen de communication aussi. Je sais que les équipes, tant qu'on leur a pas donné des chiffres concrets, ils peuvent pas savoir exactement quels ont été les résultats de leurs efforts. Et par exemple, sur la série Germinal, on a fait 600 km de transport, 600 000 km de transport, et c'est un équivalent Terre-Lune en termes de kilomètres. Et là, c'est parlant, quoi. Souvent, on calcule tout en CO2. C'est ça le but du bilan carbone, c'est de pouvoir calculer en CO2. Donc on prend chaque corps de métier, on essaye de voir l'impact concret en termes de CO2 de chaque métier. Et le but aussi, c'est de pouvoir le traduire en d'autres choses pour que ça puisse parler. Parce que souvent, on dit tant de tonnes de CO2, mais on ne se rend pas forcément compte. Donc c'est important d'avoir ce bilan carbone pour avoir aussi des équivalences, pour pouvoir dire aux gens, voilà, concrètement, notre impact, ça a été celui-ci, c'est l'équivalent de ça. Le but, ça serait de le diminuer. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire avant le film et après. Donc, un bilan carbone sans avoir mis l'éco-production et un bilan carbone en ayant fait l'éco-production pour voir un peu que ça a un réel impact, en fait, de mettre en place une démarche comme celle-ci. Et après, pour la compensation carbone, alors bien évidemment, pour moi, le but premier, c'est de réduire. Il ne faut pas partir du postulat qu'on va compenser. Il faut d'abord partir du postulat qu'on va réduire. Et après avoir fait tous les efforts possibles pour réduire au maximum, là, on compense. Généralement, moi, j'aime proposer la compensation pour le transport parce que le transport, c'est vraiment un impact CO2 très concret. Et après, pour comment on compense, moi, je suis plus pour compenser sur le territoire sur lequel on a pollué. Donc, en ayant voir peut-être des associations locales. Parfois, on a des personnes qui nous avaient dit il y a des associations qui galèrent à avoir, par exemple, certains matériels. Pourquoi pas aller voir ces associations-là
leur donner de l'argent, parce qu'on sait aujourd'hui que la tonne de CO2 vaut tant d'euros. Donc on calcule, imaginons, voilà, on a 2000 euros de compensation carbone. Je trouve ça intéressant de la donner à une association pour avoir un impact concret, plutôt que de se dire, bon, c'est bien de planter des arbres, mais on sait qu'un arbre, avant qu'il puisse ingurgiter le CO2 que nous on a dépassé, ça va demander des années et des années. Donc bon, ça c'est à tout un chacun. C'est bien de faire de la compensation de toute façon, que ce soit en plantant des arbres ou en donnant à des associations locales. Mais le but premier pour moi, c'est réduire, après on compense. Voilà. Oui, je reviens. Ce qui est intéressant au décor, c'est qu'il y a aussi une troisième phase qui est le budget. C'est-à-dire qu'on a des lignes pécuniaires importantes. Et donc là, on peut nous quantifier en amont, puisqu'on fait des prévisionnels, et puis ensuite des estimatifs et à la fin des devis exécutifs. Donc ça se passe en 3 temps. Et effectivement, maintenant, à toutes ces étapes, on va pouvoir, avec les logiciels, mais même simplement avec la ventilation comptable qui existe ancienne, on va pouvoir bien répertorier, disons, et aider au calculateur carbone, puisque la déco dépense et facture, et elle fait normalement un bon suivi comptable. Donc on est aussi, là aussi, on est des pivots importants de ces capacités à calculer l'empreinte carbone. Très bien. Et ben, je vous invite à aller tester le Carbon Club, qui est un outil gratuit que vous pouvez utiliser sur tout type de projet, puisque c'est une question qu'on nous pose dans le chat, une question de Ximena, qui nous demande si l'éco-production, ça concerne uniquement la fiction, ou est-ce que ça concerne aussi les médias audiovisuels, les documentaires, les films à petit budget, les films à grand budget. Alors, ça c'est très simple. Avec donc EcoDéco et les 18 personnes qui fonctionnent, à un moment donné, on s'est dit, bon, comment savoir où ça filme ? Eh bien, appelons les loueurs de caméras. Les loueurs de caméras, ils louent des caméras pour tous les supports, que ce soit des web-séries, du broadcast. Et ça, c'était intéressant. On s'aperçoit que le panel audiovisuel cinématographique est hyper large et il s'élargit de plus en plus. Bon. Et on a, nous, des décorateurs qui travaillent autant sur un germinal qui est, disons, une fabrication classique, qu'une démo pour une grande marque, par exemple. Et là, surtout, ce sont des tournages. Donc, on peut parler d'éco-conception de films en général. Donc, ça touche tout le monde parce qu'on parle toujours d'industrie du prototype. Mais enfin, bon, moi, j'utilise toujours des scies sauteuses, du bois encore. Et j'ai toujours, disons, le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire concevoir en bureau d'études et après exécuter. Et c'est la même chose sur un tout petit film qui sera, en fin de compte, vu sur une chaîne sur le web. Donc ça, c'est partout. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'éco-production dans la fiction aussi, parce que c'est des volumes plus importants, c'est des très grandes équipes, beaucoup de décors, beaucoup de jours de tournage. Mais en tout cas, pour répondre à la question, comme tu l'as fait, oui, ça concerne tout type de production, et il y a des choses à faire sur toutes les productions. Il y a beaucoup de questions, donc j'avance. On avait une question aussi sur l'international. Est-ce qu'on peut faire de l'éco-production à l'international ? Est-ce qu'on peut continuer à faire des coproductions ? Et une question très spécifique sur comment faire de l'éco-production. Là, en particulier, c'était la question sur l'Afrique subsaharienne, ou dans d'autres pays où il n'y a pas forcément, par exemple, de système de tri des déchets ou de revalorisation des déchets. Comment est-ce qu'on met en place des choses à ce niveau-là ? Il faut la camionnette suiveuse, la fameuse camionnette poubelle. Et qui va la conduire ? Ça, c'est le problème. Oui, j'ai eu des expériences très concrètes sur Mauritanie, par exemple. Enfin, il faut savoir que dans la plupart de ces pays, ils ont une réglementation, ne serait-ce que sur la chasse et la nature. Et donc, dès qu'on est à l'étranger, c'est, surtout sur la nature, c'est savoir qu'est-ce qu'eux font. Qu'est-ce qui se passe sur place ? Il y a des ministères il y a des secrétariats donc je pense que là c'est au niveau de la production, tout de suite d'aller contacter, alors là pour le coup oui, un référent. Et on en trouve dans tous les déserts nord-africains, c'est sûr, et dans les déserts européens aussi, parce que c'est souvent des parcs. Et quand il y a un parc, eh bien, il y a tout simplement une réglementation à suivre. Donc ça, c'est la première vision. Et dans les formations, bien sûr, il y a des intervenants sur ce genre de thématique, la nature.
Et puis, après, tout dépend ce qu'on fait, évidemment, si c'est une manœuvre de 800 personnes avec des tanks ou si c'est 2 personnes mortes de soif dans le désert qui se traînent. Donc, il faut étudier le scénario, toujours. Tout passe par le scénario et après le prévisualiser afin de vraiment connaître, je dirais, déjà l'algèbre de tout le tournage en amont. Voilà. Mais comme toujours, voyons les locaux, ils savent mieux que nous. C'est ce que j'allais dire. Au final, il y a une ligne directrice qui peut être la même. Imaginons si c'est une coproduction européenne entre la France, l'Allemagne, l'Espagne, par exemple. On peut se donner une ligne directrice. Et après, bien évidemment, il n'y a que les locaux qui peuvent connaître le mieux leur territoire et du coup se référer à eux. Essayer de travailler le plus possible avec les gens du territoire qui connaissent bien leur espace et leur environnement et puis essayer de faire en sorte qu'il y ait une synergie entre les pays qui se fassent. Et bien évidemment, pour moi, voilà, les locaux, c'est le plus important parce que c'est eux qui connaissent le mieux, qui peuvent nous diriger peut-être vers des fournisseurs ou des prestataires auxquels on n'aurait pas pensé, des façons de faire qui peuvent être même culturelles parfois, parce que culture et environnement sont quand même vachement reliés. Donc, éviter de faire déplacer des gens dans des endroits qui ne les connaissent pas vraiment et faire confiance aux personnes du territoire, quoi. Et encore une fois, on se rend compte qu'en fait, il y a déjà plein de gens qui ont plein de solutions et que l'éco-production, c'est aussi s'ouvrir à toutes ces solutions et repenser un peu ces pratiques. Être curieux voilà. de ce qui se passe. On a plein d'autres questions. On a Mathias qui pose la question qui revient très souvent de l'impact économique. Est-ce que ça coûte de l'argent de faire de l'éco-production ? Non, pas du tout. Et aussi, on avait une autre question sur est-ce que ça en rapporte ? Donc, c'est un peu les deux questions. Ça peut. Ouais. Alors, typiquement, moi, je suis un poste en plus. Donc, mon salaire coûte quelque chose, mais je peux rapporter de l'argent à la production, vu que, comme je disais tout à l'heure, on peut mettre en place, par exemple, des partenariats. Donc très concrètement, sur les films sur lesquels je suis embauchée, j'essaye de mettre en place des partenariats avec des prestataires éco-responsables. Et généralement, on a des petites ristournes, quoi. Donc quand on me dit qu'on veut faire une table régie bio, éco-responsable, zéro déchet, ça coûte plus cher. Pas forcément, parce qu'on peut faire un partenariat avec des épiceries ou des choses comme ça, et on peut arriver à avoir des petits avantages qui font que non, ça ne nous coûte pas plus cher. Et puis, il y a aussi repenser le travail humain, et ça, ils ne le voient pas beaucoup. On voit souvent l'argent concrètement. Ok, on va faire signer un devis de gourde qui va nous coûter plus cher que d'acheter des bouteilles en plastique. Mais par contre, en temps humain, on ne se rend pas forcément compte, mais l'éco-production, ça fait faire des économies parce que, par exemple, avoir des gourdes et des grosses bonbonnes d'eau, ça veut dire qu'il n'y aurait pas, par exemple, un régisseur qui doit aller faire des courses pour aller acheter les bouteilles. Enfin, voilà. Et du coup, il y a vraiment cette économie en temps humain avec l'éco-production, vu que c'est énormément de prépa. L'éco-prod, ça permet de gagner du temps sur le tournage sur énormément de choses. Parce que y a moins de déplacements, il y a moins de on doit aller acheter ceci, cela. On essaye de rentabiliser tout ce truc-là. Il y a moins de pertes. Et ça se compte aussi en temps humain. Donc je pense que l'éco-production, ça coûte de l'argent dans certains domaines, mais on arrive à faire des économies dans d'autres. Donc, au final, c'est une balance qui se crée. Et en fait, c'est le principe du développement durable. Au final, on fait des économies, que ce soit d'énergie, d'argent, de déchets, de gaspillage. C'est un investissement. Voilà, donc, sur le long terme. C'est un investissement, c'est des lignes supplémentaires qui s'agglomèrent aux lignes existantes, c'est clair. Ces lignes, il faut effectivement les rendre les plus visibles possibles pour qu'on apprenne à les automatiser, dans nos budgets, dans nos modèles, dans nos modalités, dans les plans de financement. Et effectivement, c'est, allez, on va dire un chiffre, que je ne sais même pas s'il existe, mais enfin 20% de plus, facile. Mais après, oui, il y a un phénomène de réduction qui existe. Alors, il existe bien sûr sur le film lui-même, en termes des coûts, puisqu'on y réfléchit plus, on arrive à être plus malin. On nous demande d'être malin. Moi, ça fait longtemps que je suis malin, donc maintenant je suis malin écolo. Et on a tout de suite un deuxième boomerang, qui est que ça va servir à d'autres films, puisqu'on pense à nos fins de vie de tournage, eh bien, ça veut dire qu'ils vont resservir et impacter en diminuant le budget. Le panneau décor, ce caisson qui a été fabriqué pour un film qui resservira pour un autre peint en rose, eh bien, c'est là aussi il y a une diminution globale des coûts, parce qu'on est dans une industrie, donc il faut penser toute la chaîne du fonctionnement. Sur le long terme, du coup. Ouais.
Super. On a une autre question aussi de Frédéric qui demande quel est le poste d'émission le plus important en général sur un tournage. Est-ce que c'est le transport et dans quelle proportion? Je ne sais pas si vous voulez répondre, mais du coup, c'est vrai qu'avec EcoProd, on a fait donc différentes études. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu, c'est vrai que pour l'instant, on manque un peu de données parce que le bilan carbone n'est pas obligatoire. Donc, on se base sur l'ADECO et tout ce qui est aussi les moyens techniques. La post-production. La post-production. numérisation. Effectivement, bon, et puis que le mot émission est intéressant parce que quand on voit globalement, bon là on parle de l'impact de tournage avec la préparation, le développement, la pré-prod et puis la post-prod, ok. Mais l'industrie cinématographique audiovisuelle, c'est les déplacements en salle, c'est pour le flux. Là, c'est l'autre partie de l'audiovisuel, c'est les émissions, c'est-à-dire qu'on envoie des choses à plusieurs milliers de kilomètres pour qu'elles retombent à côté. Et ça, c'est très, très important. Et alors, bien sûr, maintenant, on a tout ce qui est regardé sur les écrans en streaming. Là, c'est un continent nouveau à aborder. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est une réflexion, enfin c'est la prochaine étape de réflexion, celle-là, pour tout ce qui est les gens qui sentent investis dans la capacité d'améliorer tout ça. Et dans la formation, il y a une réflexion à ça. On a carrément, à un moment donné, on parle d'écosophie, carrément. Voilà. Comment la technicité doit aider et non plus impacter. Mais comme tu disais, chaque tournage est complètement différent, d'où la nécessité du bilan carbone, et c'est là que je trouve vraiment important. Comme chaque film est différent, y en a un, ça peut être le transport, son plus gros impact. Il y en a un autre, si imaginons, on bouge pas trop et on construit vachement de décors, il n'y a pas beaucoup de transport, donc forcément ça va être la déco. Un film avec beaucoup d'effets spéciaux, ça va peut-être être la post-production. C'est pour ça que c'est important d'identifier les impacts et de faire le bilan carbone, parce qu'en fonction du film, ça va être différent, quoi. Donc chaque poste n'est pas à prendre à la légère, et chaque poste a son impact. Parce qu'un film qui aurait pu avoir une histoire écologique, avec une trace écologique, quand tout d'un coup on prend, disons, une règle, une loi. Je me rappelle qu'un jour on a dit, voilà, sur un film, on a le décor principal, tout le reste c'est 500 mètres autour. Il a fallu changer, évidemment, certaines choses dans le scénario. Il travaillait dans une usine, c'était un gars modeste. Eh bien, il n'y avait pas d'usine. Vous savez quoi, il a travaillé dans la mairie. Il avait exactement le même comportement, notre comédien. Et ça s'est très bien passé. Et là, tout d'un coup, on avait une autre façon de fabriquer le film. Voilà. On arrive déjà bientôt à la fin de ce webinaire. On a pas mal de questions sur l'équipe. Comment réagissent les équipes à l'éco-production? Comment est-ce qu'on les implique? Est-ce que c'est une contrainte supplémentaire, sachant que sur un tournage, on a déjà beaucoup de contraintes, peu de temps, beaucoup de stress, peu de sommeil, comme au Festival de Cannes. Donc voilà, peut-être Pauline, comment tu impliques les équipes, justement, toi dans ton rôle d'éco-référente, comment les gens réagissent à cette démarche? Alors pour les impliquer, pour moi le plus possible, c'est d'abord leur donner le temps à eux aussi de se poser les questions. Moi je leur donne énormément d'informations et de chiffres clés, parce que très souvent j'ai remarqué qu'on manquait juste d'informations et de sensibilisation, parce que les gens connaissent pas vraiment de base leur impact. Donc moi la première chose que je fais, c'est essayer que eux-mêmes se rendent conscience de leur impact à eux. Et donc, je les redirige vers des études, vers des conférences, parce que ça fait un petit moment qu'on parle d'éco-production, donc que ce soit au Satis, à Cannes, à Clermont-Ferrand, dans plein d'événements, il y a des personnes qui ont parlé de ça, qui ont trouvé des solutions et qui innovent. Donc, j'essaye de les rediriger vers ces informations-là. Chaque poste est différent, donc j'adapte mon discours aussi en fonction des équipes. Un chef opérateur, je vais lui parler de lumière, d'énergie, de matériel, alors que quelqu'un à la régie, on va parler de consommation, de déplacement et de logistique. Donc c'est faire en sorte que les gens eux-mêmes se sentent impliqués dans la démarche, parce que c'est pas moi qui vais arriver à les convaincre. En fait, ils vont se convaincre eux-mêmes tout seuls, j'ai envie de dire, mais c'est leur donner le plus d'outils possible pour que eux
ils s'intéressent eux-mêmes à leur métier, leur dire là, challenge-toi, tu vois. On va te donner un challenge. Toute l'équipe, on va se challenger. Donc, la sensibilisation, c'est pour ça, pour moi, qu'elle est hyper importante. Et après, ça dépend aussi la sensibilisation de tout un chacun. Il y a des gens qui vont être de base ultra sensibilisés, à qui ça va pas demander beaucoup plus de temps, toutes ces informations-là. Et puis, il y en a, ils sont pas sensibilisés, eux, dans leur vie personnelle. Donc là, la partie sensibilisation, elle va être plus importante. Donc, c'est un peu du cas par cas aussi à chaque fois. Il faut savoir s'adapter en fonction des personnes. Mais le but, c'est de faire en sorte que ce soit quand même un truc d'équipe. Et je pense que ça, pour moi, c'est hyper important. Il ne faut pas qu'il y ait que la déco ou que la régie qui fasse de l'éco-production. Je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde s'y mette pour que ça devienne un réel but d'équipe et de film, quoi. Il y a des séries, j'ai fait une série où vraiment toutes les parties prenantes étaient impliquées. On a vu que là, ça se passait bien. Parce qu'on faisait tous des efforts. Alors que s'il y en a qui font des efforts de leur côté, mais pas d'autres, c'est vrai que là, ça rend la démarche un peu moins globale et c'est dommage, quoi. On connaît le pourcentage. Donc, pour tous les travaux préliminaires, préparatoires aux formations, avec les associations MAD et ADC, on a mis en place une enquête avec un sociologue. C'était dans le cadre de Circulart 2. Et là, le chiffre est tombé, c'est 63% au niveau des équipes d'éco qui sont complètement favorables à s'impliquer dans une démarche. Bien. Et pour les 37 autres %, c'est là où il y a tout ce travail. Et c'est intéressant de voir que quand on leur apporte une solution concrète, c'est-à-dire quelque chose qui sèche bien, qui ne soit pas trop cher et qui ne soit pas trop compliqué à mettre en place technologiquement par rapport à quelque chose qu'on a dans l'us et coutumes professionnelles, eh bien ça marche tout seul. Donc il faut apporter des solutions concrètes. Bien sûr qu'on ne passe pas de 1000 litres d'eau par tournage pour nettoyer des pinceaux à zéro, comme on peut le faire actuellement, en utilisant les bons outils, les bons procédés, les bonnes étapes, sans avoir un minimum d'apprentissage. Enfin, ça prend 1h30, parce qu'on a fabriqué l'outil qui permet de nettoyer des pinceaux sans eau. Voilà. Et bien justement, l'apprentissage qui est aussi le sujet de ce webinaire. Donc pour vous en dire un tout petit peu plus sur ces formations, donc, comme je disais en introduction, on a donc 2 modules donc portés par l'INA, la CST et EcoProd. Donc l'un sur la déco dont William, tu es le prof référent, et un autre sur la régie et la gestion de production, où Pauline, du coup, tu interviendras aussi aux côtés d'autres professionnels. Alexis, oui, donc, c'est des formations certifiantes de 3 semaines, un certificat délivré par la CPNEF. On avait une question aussi sur la dimension la reconnaissance de cette certification. Donc, pour l'instant, c'est la première fois en France qu'il y a des formations certifiantes. Vous pourrez retrouver sur le site de la CPNF les différentes offres qui existent. Et voilà, donc c'est une certification nationale reconnue, reconnue aussi à l'international, puisque c'est la seule qui existe. Donc en 3 semaines, qu'est-ce qu'on aborde ? On aborde d'une part le côté, en fait déjà, quel est notre impact ? Parce que finalement, c'est là où tout commence, c'est comprendre notre impact, c'est vraiment comprendre les enjeux, parce qu'une fois qu'on a compris les enjeux, voilà, on comprend aussi ce qu'il faut mettre en place pour le réduire, cet impact. Ensuite, ce sera des choses très concrètes. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être le plus concret possible, de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Là, on n'a pas eu le temps d'aller vraiment dans le détail, mais je sais qu'on a eu des questions sur c'est quoi ces matériaux qu'on utilise, comment est-ce que je fais pour que ma colle, elle casse pas mon bois et que je puisse le réutiliser après. Donc ça, voilà, ça c'est des choses qui seront abordées aussi, avec aussi des visites sur des plateaux, chez des prestataires. Du cinéma, et puis aussi des accompagnants, des gens qui vont venir de l'extérieur et qui sont, sans être des référents, on va faire des cas d'école, mais des vraies choses qui existent, c'est-à-dire clip, pub, court-métrage, fiction, parce que là c'est un peu plus... Et d'avoir vraiment... Parce que ce qui est intéressant, c'est un certificat de compétences. Donc vous êtes un professionnel, vous avez 6 mois ou 30 ans de métier, c'est bien, et vous allez avoir tout d'un coup quelque chose en plus. Donc une qualification en plus. Vous allez apprendre Photoshop. Non, cette fois-ci, ça va être travaillé de façon écologique. Très bien. Mais vous êtes un accompagnateur. Vous avez votre métier, vous êtes peintre. Et tout d'un coup, effectivement, on parle souvent de référents et que plus ça vient de haut, plus c'est facile à mettre en place. Mais enfin, la mouche du coche aussi, ça fonctionne très bien. Moi, si un peintre me donne une solution écologique, je la prends tout de suite. Et c'est ça, c'est cette articulation. On est dans le concret,
on va faire à nos stagiaires vraiment des cas d'études. On peut appeler ça des jeux de rôle, mais là, ce n'est pas des jeux de rôle, puisque c'est du vrai, ça va être des vrais. Et j'en ai profité à Cannes pour collecter des intervenants qui auront des vrais travaux, qui se feront des vrais projets dans les mois suivants le stage. Donc on aura même le retour, puisqu'on a aussi bien sûr à un moment donné tous les retours, les comptes rendus de films qui ont été éco-conçus, enfin qui commencent à être éco-conçus, pardon. Pauline, est-ce que tu veux aussi rajouter quelque chose sur la formation ? Pourquoi s'inscrire, Pauline, à cette formation ? Je pense que ça va être un lieu d'échange hyper intéressant. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà trouvé des solutions dont on n'est pas au courant. Donc ça va permettre aux gens de pouvoir parler ensemble de tout ça. Moi, je suis spécialisée là-dedans, mais qui de mieux qu'un chef décorateur, qu'un assistant caméra, qu'une maquilleuse pour trouver des solutions concrètes à leur métier, puisque c'est eux qui connaissent hyper bien leur métier. Donc ça va permettre, la formation va permettre un lieu d'échange entre ces personnes-là, un essor pour qu'ils puissent aussi se poser des questions ensemble et réfléchir ensemble. C'est aussi s'adapter aux enjeux de demain, puisqu'on est une industrie, on dépend de plein d'autres industries aussi, et il faut qu'on s'adapte aux nouvelles lois, aux nouvelles politiques et à tous ces enjeux qui vont arriver. C'est une formation où aussi, comme tu disais, qui est hyper important. Il va y avoir beaucoup d'intervenants extérieurs. Beaucoup d'échanges avec des personnes qui ont déjà pratiqué l'éco-production. On va bouger dans des endroits, chez des loueurs, sur des studios de tournage, sur des plateaux pour voir concrètement comment on met en place l'éco-production. Et pour moi, voilà, le plus important, c'est ce moment d'échange et de partage entre techniciens, parce qu'il faut qu'on fasse avancer notre milieu ensemble. Qu'on reprenne peut-être la convention collective, je sais pas, mais voilà, c'est faire avancer notre milieu. On n'est pas perdu au milieu de la nada. Il y a beaucoup de choses. On a même fait une cartographie sur Internet qu'on apprendra à s'en servir sur tous les événements, sur toutes les institutions, sur tous les lieux où, dans l'audiovisuel, il y a déjà plein de choses qui fonctionnent et qui sont en marche. Donc évidemment, il faut être instruit de tout ça. Mais on a même un cours d'acronymes. Parce qu'on est perdu dans les acronymes. Voilà, il y en a partout. Sur les labels, les sigles. Les labels, les sigles, différence entre les labels, les sigles et les pictogrammes. Ça, c'est une jungle. Et là, sans prendre le machette, on va essayer de chercher une piste avec des éclaircies dans la jungle verte de l'éco-conception de films. Je trouve que c'est vraiment nous remettre, nous aussi, en tant que techniciens, au centre du travail, revoir un peu notre sécurité, notre santé au travail. Très important. Dans quelles conditions on est. Et ça, c'est hyper important, puisque notre environnement, il change. Donc, il faut qu'on adapte aussi un peu toutes nos normes à tout ça. On est en recherche de normes. On est en recherche de nouvelles normes. Puisque la norme nous permet de faire, nous, en décor, c'est simple, c'est le Lego. Si c'est la même, si ça s'emboîte, on peut refaire des décors à partir des décors du voisin. Ça, c'est important. En recherche de normes. Et puis, aussi, je pense que ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une créativité qui va arriver en plus. Parce que souvent, on est bloqué. Parce qu'on est dans le rush, on est dans... Voilà, et là, il faut ce temps. Il va falloir arriver à avoir un temps de réflexion. Après, ça sera des automatismes. Mais c'était comme ça quand on a eu les premiers ordinateurs, au début. Et puis maintenant, on n'y pense même plus. Boost créatif. Je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. On m'avait dit 45 minutes. En tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations sur les formations... sur ces deux parcours de formation, vous pouvez aller sur le site formation.cst.fr. Les premières sessions du coup auront lieu à l'automne, en octobre pour le cycle décor et en novembre pour le cycle régie et direction de production, gestion de production. Donc ça fait un petit bout de temps jusque-là, vous avez encore 6 mois pour vous préparer. Donc si vous voulez en savoir plus aussi très concrètement sur... c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de parler de tous les corps de métier. Je vous invite à aller sur le site ecoprod.com où vous retrouverez le guide de l'éco-production et plein de fiches pratiques par département qui recensent en fait déjà plein de solutions, plein de bonnes pratiques à mettre en place très concrètement. Et puis à découvrir notre calculateur carbone et nos autres outils qui sont tous accessibles gratuitement sur le site ecoprod.com.
Merci beaucoup Pauline et Merci à William. toi. Est-ce que vous avez une dernière chose à partager avec le public? Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Ce directement? qu'on peut mettre en place directement, c'est plus de confort au travail. Effectivement, tu parlais de santé. Et je pense que quand on pense à ça, ben déjà, on a fait un pas vers l'éco-conception des films. Ouais, c'est ça, c'est essayer de redynamiser un peu, repenser au travail d'équipe. Et puis vraiment, ça peut être pour moi, je pense, un boost de créativité énorme, l'éco-production. C'est un challenge et je pense que ça peut nous permettre de faire évoluer nos métiers dans le bon sens. Que dire de plus Dire qu'il faut aussi, c'est vrai que là c'est des formations, ça s'adresse à des faut se professionnels, former, mais ouais, on ouais. voit que maintenant dans les écoles, bon là je crois qu'il y a une petite malheureuse journée d'introduction à l'écologie dans le cinéma et l'audiovisuel. Bon, ça serait bien si c'était carrément une matière dans au moins en dernière année d'école de cinéma. Voilà. Donc ce que je retiens, c'est qu'on a beaucoup de choses à apprendre des uns et des autres et que Complètement. l'éco-production, c'est aussi le partage. Voilà, donc formation.cst.fr, ecoprod.com et le site de l'INA pour en savoir plus. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions concrètes sur l'éco-production ou sur les formations. Merci beaucoup. Merci, Au revoir, bon merci. festival.